Et une fois n'est pas coutume, pour cette journée de pleine conscience un peu particulière, je vais commencer par une petite causerie. En espérant que ça vous permette de commencer cette série d'1, 2 ou 3 jours dans d'aussi bonnes conditions que possible. Quand on compare notre expérience pour les personnes qui méditent dans le cadre du MBSR, dans un cadre laïque, et les personnes qui méditent dans un cadre spirituel, il y a toujours un moment où on peut avoir des complexes. Le méditant bouddhiste va venir vers vous et vous dire « Alors moi, je médite parce que j'aspire au nirvana, à l'éveil, à la libération de toute la souffrance humaine. Et toi ?» Et c'est là que vous répondez « La réduction du stress. » Et légitimement, on peut se sentir un peu complexé. Et je pense que sans sortir du cadre laïque qui a été posé, on peut faire un poil plus ambitieux que réduire un truc comme direction qu'on donne à la pratique. Et je ne veux pas parler de but, j'aime beaucoup le mot direction. La direction que je trouve la plus inspirante, en tout cas pour moi, c'est d'être heureux quelles que soient les circonstances, d'être en tout cas dans un état de sérénité, de bien-être relatif, quelles que soient les circonstances, indépendamment des circonstances. À l'opposé de la quête justement des circonstances parfaites, être une personne parfaite qui a un travail parfait, tout va bien dans le couple, la famille est merveilleuse, les amis sont idéaux, mon appartement je l'adore. Et c'est épuisant parfois de faire dépendre son bonheur de circonstances extérieures qu'on ne contrôle de toute façon que très partiellement, avec toutes les tuiles qui peuvent nous tomber dessus. Je n'ai pas encore abordé tous les problèmes de santé et les problèmes relationnels qui peuvent nous tomber dessus. Donc, un relatif bien-être, quelles que soient les circonstances. Alors, comment fait-on ? Et là aussi, dans une logique méditative, finalement, c'est assez simple, parce que notre vie est une succession d'instants. Et chaque instant peut être vécu d'une manière qui nous permettra de conserver, de cultiver cette sérénité ou ce bien-être. Si on considère que instant après instant, on a une marge de manœuvre dans la façon dont on va accueillir chacun de ces instants. Mais évidemment, c'est possible à deux conditions. La première condition, c'est qu'il faut déjà être conscient d'autant d'instants que possible, parce que quand on n'en est pas conscient, notre réaction nous échappe complètement. Elle se passe de façon automatique, et généralement suivant des habitudes qu'on a acquises avant. Donc la première condition, c'est déjà de cultiver une conscience de l'instant présent, plutôt que d'être projeté dans le passé ou dans le futur. Et ça, c'est la compétence de base d'absolument toutes les pratiques méditatives, c'est d'être, d'occuper, d'habiter l'instant présent. Et quand on a conscience d'un instant, il reste à choisir comment est-ce qu'on le vit, quelle est la meilleure façon de vivre cet instant-là. Et dans la panoplie méditative, on a en tout cas 3 directions différentes, 3 pratiques différentes qu'on peut utiliser pour rencontrer un instant dans de bonnes conditions. Il y a la centration sur un objet qui va nous permettre de cultiver de la stabilité ou de la sérénité, ce qu'on peut vraiment appeler la concentration, quand on est centré sur la respiration et rien d'autre. Et parfois, c'est la meilleure chose à faire. Face à un instant, par exemple, particulièrement désagréable à vivre, parfois de se centrer sur un objet qui nous permettra de trouver du calme, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Parfois aussi, cet état de concentration, on peut l'appliquer à ce qu'on est en train de faire. Si vous êtes en train d'éplucher des pommes de terre, probablement que la meilleure chose que vous puissiez faire de votre attention, c'est de vous concentrer sur l'acte d'éplucher les pommes de terre. Il n'y a probablement rien de
de plus adéquat et de plus satisfaisant. La deuxième compétence, c'est de cultiver un état d'esprit spécifique qui nous fera du bien, comme la bienveillance, comme la compassion, comme la gratitude, le contentement, la joie empathique, cette capacité à se réjouir du bonheur de quelqu'un d'autre. Donc si dans cet instant, on a la conscience que quelqu'un d'autre vit quelque chose d'agréable, la façon la plus agréable d'habiter cet instant-là, c'est de cultiver une joie empathique, une capacité à nous réjouir, à être heureux pour le bonheur de cette personne, par exemple. Concentration, ce qu'on pourrait appeler cultiver une forme de chaleur affective, émotionnelle. Et la troisième compétence, c'est cette observation de ce qui nous arrive en pleine conscience, sans nous concentrer sur quelque chose de particulier, en laissant venir, ce qu'on pratique beaucoup dans l'attention ouverte. Et plus on cultive ces compétences méditatives, plus ça devient facile de les utiliser quand on en a besoin. Donc c'est vraiment un instant où j'ai besoin de bienveillance, je fais appel à la bienveillance. Ou un autre instant où j'ai besoin d'être concentré sur ce que je fais ou sur la respiration, je fais appel à cette ressource-là. Et la concentration, la stabilisation sur un objet et la chaleur au travers de la bienveillance ou des autres compétences du même genre, sont des compétences assez simples à appréhender. J'aimerais m'attarder un tout petit peu plus sur ce rapport à l'expérience, quand on choisit d'observer ce qu'on est en train de vivre en pleine conscience, plutôt que de nous centrer sur quelque chose ou de cultiver un état spécifique. Et je vais vous en parler à l'aide d'une histoire que vous avez pour certains, certaines déjà entendue 12 fois, mais je vous promets qu'il y aura du suspense et un rebondissement inattendu. Il était une fois un roi qui avait fait fortune dans l'immobilier et qui malheureusement avait des difficultés de gestion de ses émotions assez conséquentes. Quand il vivait des moments heureux, il était extatique à n'en plus finir, il ne dormait plus tellement qu'il était heureux, il se rendait malade d'extase, et quand il était malheureux ou en colère, surtout en colère, il tweetait message furibond sur message furibond, sans aucune limite. Et clairement, il y avait une difficulté, un problème de mesure. Et ses conseillers, qu'il avait tendance à renvoyer régulièrement, quand il était en colère d'ailleurs, mais étaient de plus en plus désespérés, ne savaient plus quoi faire. Ils ont fait appel à tous les médecins du royaume, aucun n'avait de solution. Jusqu'au jour où il buvait un gin tonic au sommet de sa tour, qui lui avait été servi par un barman qui faisait de la méditation. Et le barman lui a dit « Mais en fait, monsieur, j'ai peut-être une idée. Quand vous vivez une émotion intensément désagréable comme de la colère, dites-vous simplement « ça aussi, ça va passer ». De cette manière-là, vous prendrez conscience que ce n'est qu'un état temporaire qui vous quittera et vous pourrez vous recentrer sur vos affaires immobilières et la gestion du pays. Et quand vous vivrez une émotion agréable, dites-vous « ça aussi, ça va passer ». Et comme ça, vous en profiterez pleinement, vous boirez quelques coupes de champagne et ensuite, vous pourrez vous recentrer sur les affaires courantes en sachant que ce moment agréable a un début mais aussi une fin. Alors, il a été absolument enthousiasmé par ce conseil du barman qui pratiquait la méditation et tellement qu'il en a fait son prince héritier. Il lui a donné la main de sa fille, la princesse Ivanka. Et l'histoire pourrait se terminer là. Et c'est un premier élément important dans le rapport à l'expérience. Toute expérience, c'est cette conscience de ce qu'on appelle l'impermanence, qui aura de l'importance pour vous tout au long de ces 1, 2 ou 3 jours. Pour rentrer dans le détail, vous allez vivre des moments de calme qui vont passer, des moments d'agitation qui vont passer, des moments de somnolence
de vigilance, de confiance, de doute, de concentration magnifique qui vont passer, de distraction totale qui vont passer, de mal-être, de bien-être, d'anxiété, de sérénité, de joie, de tristesse, de jugement de vous-même très sévère ou d'autrui qui vont passer, de bienveillance qui vont absolument passer, d'envie furieuse de partir qui vont passer, d'envie furieuse de rester qui vont passer. Et tout ça est vrai. Et on mesure à quel point, si on a conscience de l'impermanence de ces états-là, l'effet sur nous sera différent. Ça donne une confiance dans le rapport qu'on a avec ce qui nous arrive, en méditation et hors méditation. Alors c'est bien beau, c'est vrai, mais on fait comment? Et là, il y a un truc méditatif. Avant de passer, ça change. Avant de passer, ça commence par changer. Donc, face à une émotion, puisque c'est souvent avec les émotions que c'est le plus délicat de faire apparaître, de révéler cette impermanence, de commencer par se centrer sur le ressenti physique de l'émotion. Donc, si vous éprouvez de l'anxiété, de prendre conscience du ressenti dans le corps lié à l'anxiété, souvent ce sera pour beaucoup de gens au niveau de la gorge, de l'estomac ou ailleurs. Et en prenant conscience de cette sensation, en respirant dans la conscience de cette sensation, d'apprécier qu'elle change et que vous la sentirez changer, vous l'observerez changer. Et parce qu'elle change, elle passera. Mais en commençant par observer le changement, on acquiert la confiance dans le fait que ça va passer. C'est une première étape presque indispensable. Donc, si ça vous paraît difficile de concevoir que ce que vous vivez va passer, commencez par observer en quoi ça change. Et en observant en quoi ça change, vous prendrez conscience de l'impermanence de cet état-là. Et quand on le fait, on découvre un paradoxe très très intéressant. C'est que ce qui observe ce qui change est stable. La partie de vous qui observe ce qui est en train de changer et de passer, cette partie-là est par définition stable, puisque c'est celle qui observe le changement et l'impermanence. Donc on peut cultiver une stabilité intérieure en observant les choses qui changent en nous, dans notre expérience. L'image qui peut me venir, c'est celle de l'œil du cyclone. Vous avez une anxiété ou une colère qui est un cyclone d'une très forte intensité, mais vous êtes au cœur dans l'observation de ce qui se passe et vous n'êtes pas affecté par cette intensité. Le roi, donc, vécut pendant une période considérable de sérénité, 3 jours. Et après 3 jours, il a eu une vague de colère de nouveau qui l'a submergé. Il a tweeté comme jamais. Et il a fait appel à celui qui était désormais son beau-fils. Écoute, ton truc, ça marche plus. Alors, si tu veux pas que je te vire, parce que normalement il fait ça quand il vire les gens, il fallait que tu me trouves une autre solution. Et le beau-fils n'a pas perdu son calme. Il lui a dit, « Votre Majesté, vous êtes en colère, n'est-ce pas ? » « Oui. Présentez-moi votre colère pour que je puisse la calmer. Où est-elle ? » « Mais je n'en sais rien. Est-ce qu'elle est dans votre téléphone, puisque vous avez tweeté ? » ?»« Non, elle n'est pas dans mon téléphone. »« Est-ce qu'elle est dans votre esprit ? Et dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez me la montrer ? » ?»« Je ne peux évidemment pas te la montrer, ne sois pas ridicule. » »« Continuons de la chercher. Alors, est-ce qu'elle est dans votre cœur qui bat fort en ce moment ? » ?»« Non, elle n'est pas dans mon cœur ne contient pas ma colère. » »« Ah. Alors dites-moi où elle est, que je puisse la calmer pour vous. » Et le roi a dit, « Écoute, je ne sais pas où elle est, mais je sais que ça va mieux. » Et le beau-fils a eu un petit sourire satisfait. Et il a dit, « Peut-être que j'avais oublié un détail, Votre Majesté, la dernière fois, dans mon remède. Quand vous vivez une émotion forte, une sensation difficile, voilà ce que vous devez vraiment vous dire. Ceci n'est pas moi,
n'est pas à moi, n'est pas en moi, et ça va passer. Et c'est l'autre dimension qu'on appelle dans notre jargon la désidentification, la capacité à concevoir que ce qu'on vit n'est pas qui nous sommes, n'est pas à nous, n'est pas en nous, mais est simplement un phénomène qui apparaît et qui va disparaître. La colère est une émotion qui se manifeste par les sensations dans le corps, qu'on peut observer, donc qui ne sont pas qui nous sommes, puisqu'on peut les observer, puisqu'on peut s'en dissocier en les observant. Pour reprendre la citation de cette petite fille dans un documentaire que j'avais beaucoup aimé, qui était malade du cœur et à laquelle on demandait « Est-ce que ça va ?» qui avait répondu « Mais bien sûr que ça va. C'est mon cœur qui ne va pas. Moi, je vais très bien. » C'est exactement cette capacité-là de se dissocier, ne pas associer à notre personne, à notre intégrité, à notre identité, ce qu'on est en train de vivre. Ou cet enseignant de méditation très âgé, coincé dans un terminal, dans un arrêt de bus en Inde, dans une chaleur insupportable avec le bus qui ne venait pas, auquel ses élèves demandaient « Mais est-ce que ça va, maître ?» et auquel il avait répondu « Il y a de la chaleur ici, mais je n'ai pas chaud. Il y a de l'impatience ici, mais je ne suis pas impatient. Il y a de la colère ici, mais je ne suis pas en colère. » L'observation de la colère n'est pas colérique, l'observation de l'anxiété n'est pas anxieuse. Donc il y a ces deux éléments. Concevoir que ce qu'on vit va passer, va changer d'abord, passer ensuite, et puis observer que ce qu'on vit n'est pas qui nous sommes, et n'est pas même à nous, puisque la colère appartient à tout le monde. L'anxiété appartient à tout le monde. C'est une émotion qui est apparue et qui va disparaître et qui n'est pas qui nous sommes. Et là aussi, c'est bien beau, mais comment faire ? Et là aussi, il y a un petit truc qui n'est pas forcément suffisant, mais qui peut faciliter cette prise de conscience, cette désidentification, c'est d'utiliser une note mentale, de nommer ce que vous êtes en train de vivre. Si vous nommez anxiété quand de l'anxiété apparaît, vous affirmez que vous êtes cette capacité d'observation en vous qui est en train d'observer l'anxiété, et que en disant anxiété intérieurement, vous vous êtes séparé de l'anxiété. Vous avez affirmé que vous étiez en train de l'observer. Donc, nommer pour se désidentifier et observer comment ça change et comment ça passe. Parfois même, c'est particulièrement vrai pour certaines émotions ou pour la douleur, de nommer douleur est parfois moins malin que de nommer sensation. Et de nommer anxiété est parfois moins malin que de nommer émotion. Pour ne pas de anxiété à mon anxiété insupportable, il y a un tout petit pas. Alors que si vous nommez émotion, sans lui accorder plus de caractéristiques que ça, c'est parfois plus facile de rester avec le ressenti pur d'une émotion qui est quelque chose qui se manifeste dans le corps et dans le ressenti, mais qui n'a pas besoin d'avoir plus de forme que ça. Ça dépend des situations. Et si je vous ai parlé de ces deux éléments-là en début de journée, c'est parce que j'ai le sentiment que à chaque fois qu'on se sent bloqué dans une méditation, on a perdu de vue l'impermanence et la désidentification. C'est presque le problème unique qui nous arrive. Pour vous donner quelques exemples, si vous dites intérieurement, à un moment ou à un autre, cette journée est un échec. En affirmant ça, ce qui est en train de se passer, c'est que l'impermanence, vous l'avez complètement perdu de vue, parce qu'il y a quelque chose de désagréable et vous affirmez que ça concerne toute la journée. Ça ne va pas être une vague qui passera, que ça concerne toute la journée. Si vous dites intérieurement, je traverse une phase où je n'arrive plus à me concentrer depuis plusieurs semaines, là aussi, cette notion de l'impermanence, vraisemblablement vous avez un moment de distraction et vous en faites une phase. Donc l'idée que ça apparaît et que ça passe, qui est la réalité méditative, est perdue de vue quand on parle de phase ou de période. Je suis une personne anxieuse, voilà tout.
où on perd de vue la désidentification, on se colle une anxiété qui ne nous quittera plus. Encore cette fichue douleur à la hanche qui ne me lâche pas. Là aussi, c'est cette notion de... Et un peu les deux, mais c'est beaucoup la notion d'impermanence, parce que quand on est face à une douleur, il y a toujours des hauts et des bas. Et quand on la fige, dans notre dialogue intérieur, on en fait quelque chose qui est là, même quand il n'est pas là, ou même quand il est moins là. On construit une permanence d'une douleur qui aura toujours différentes phases. Surtout au fil d'une journée où on est concentré sur la méditation, on observe des grands changements dans la perception des inconforts, autant psychologiques que physiques. Donc, à chaque fois qu'il y a ce sentiment que quelque chose cloche dans votre pratique méditative, l'invitation, c'est de restaurer la conscience de l'impermanence et la conscience de la désidentification, c'est-à-dire d'observer ce que vous êtes en train de vivre comme un ensemble de sensations, peut-être de pensées, de sons, qui n'est pas vous et qui va passer, qui va changer. Voilà pour la parenthèse théorique. Pour moi, ces deux idées sont un peu le kit de survie pour un méditant. On peut vraiment se raccrocher à elles à chaque fois qu'on en a besoin. Et quand on le fait, plus on construit un sentiment de sécurité intérieure, la présence d'une qualité d'attention en nous qui, quoi qu'on soit en train de vivre, nous permettra toujours de sentir une forme de sérénité et de stabilité. Cet œil du cyclone que j'évoquais tout à l'heure. Vous pouvez observer avec stabilité ce qui change et vous pouvez observer sans vous y identifier tout ce qui se passe en vous. Avec cet ingrédient supplémentaire d'avoir une très grande curiosité, parce que finalement c'est toujours une invitation à être curieux quand on dit cette anxiété est en train de me gâcher ma journée. La curiosité est une invitation à dire ok, mais qu'est-ce que c'est que cette anxiété qui me gâche la journée? Elle est où? Je la sens comment dans le corps? Et comment est-ce qu'elle est pendant l'inspiration? Comment est-ce qu'elle est pendant l'expiration? Est-ce qu'elle est plus intense, moins intense? Et combien de temps est-ce qu'elle gardera cette intensité? Et à partir du moment où on réinjecte de la curiosité et cette perspective d'impermanence, de désidentification, on est déjà un peu mieux, un peu plus en sécurité. Ce qu'on vit reste désagréable, mais la façon dont on le vit est beaucoup plus sécurisante, beaucoup plus confortable. Et les moments agréables, parce qu'on n'en parle pas assez, sont aussi d'autant plus appréciés que plutôt que de perdre du temps en les appréciant, à en faire quelque chose qui est censé durer, qui est censé nous appartenir, c'est un moment d'extase qui est à moi, qui va revenir quand je le voudrais, de simplement prendre conscience du plaisir qu'on a à vivre des sensations agréables, des émotions agréables, tant qu'elles sont là, sans chercher à en faire quelque chose qui nous appartient ou quelque chose qui restera tout le temps, c'est beaucoup plus plaisant et on vit ces moments d'autant plus facilement et on en profite d'autant plus longtemps. J'ai bien assez parlé.